Alors, comme vous le savez, des projets de construction européenne et des projets d'unification européenne, il y en a depuis très longtemps, hein. On peut remonter à Croce, et puis il y en a eu aussi, notamment au siècle des Lumières et au courant du XIXe siècle. La période de l'entre-deux-guerres, elle a quand même ceci de particulier, c'est que précisément elle fait suite à la Première Guerre mondiale et que la situation de l'Europe a complètement changé. Avant le XXe siècle, c'est-à-dire du XVIIIe, XIXe siècle, les projets d'unification européenne se faisaient quand même à partir de l'idée que l'Europe dominait naturellement le monde. Bon, on a quand même toujours tendance à considérer comme naturel ce qui est un état de fait. Et donc, soit c'était des projets de domination du continent, projet que par exemple a eu et a presque réalisé pendant un temps Napoléon, soit c'était des projets d'équilibre des grandes puissances, mais toujours sur ce fond, si vous voulez, de conscience que la culture occidentale et la culture européenne n'étaient pas menacées. La Grande Guerre, comme disent les historiens, c'est l'entrée dans le XXe siècle. Et ce XXe siècle se caractérise notamment par la fin de la domination de l'Europe, puisque, par exemple, du point de vue économique, mais aussi du point de vue politique, émergent notamment le continent américain et les États-Unis d'Amérique. On peut dire, si vous voulez, que l'année 1917, c'est peut-être en fait le début de cette période, avec l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, qui deviennent très vite une concurrence économique et aussi politique sur le plan international. On peut dire aussi la même chose du Japon. Donc il y a à partir de là une sorte d'urgence pour les Européens à agir. Et on peut dire que donc dans la période de l'entre-deux-guerres, qui a vu naître un grand nombre de projets d'unification européenne, donc notamment aussi celui de Pan-Europe dont on va parler aujourd'hui, qui est le plus important mais qui n'est pas le seul, sont tous des projets qui sont disons à dimension thérapeutique, c'est-à-dire qu'on diagnostique au fond un mal de l'Europe, on diagnostique une sorte de crise européenne qui a eu son paroxysme avec cette guerre de 14 qui a été pour l'Europe une sorte de guerre civile, et les projets d'unification se font au fond maintenant avec une donnée défensive par rapport aux autres continents, d'où la dimension politique très forte qui va se dégager là donc entre les deux guerres. Oui, alors effectivement, comme vous le dites, donc Coudenhove-Kalergi, alors ce nom un peu bizarre renvoie aux ascendances diverses et cosmopolites du comte Richard de Coudenhove-Kalergi. Coudenhove est d'origine hollandaise et Kalergi est d'origine grecque. Alors c'était un noble de l'Empire austro-hongrois, son père était aristocrate habsbourgeois, originaire de Bohême, et sa mère était japonaise. Et donc comme vous le dites, il avait 20 ans en 1914, et donc effectivement 29 en 1923 lorsqu'il rédige son livre. Autant dire que le monde dans lequel il avait grandi, qui était le monde de l'aristocratie de l'Empire austro-hongrois, s'était écroulé avec la Grande Guerre. Alors, ce qui caractérise, il n'est évidemment pas le seul dans ce cas-là, ce qui caractérise le livre-programme dont vous parlez, qui s'appelle Pan-Europe et qui est donc apparu en 1923, c'est que, contrairement à de nombreux aristocrates de son rang et de son origine, il se tourne très vite vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il fait très vite le deuil des empires qui ont tous disparu avec la fin de la Grande Guerre, que ce soit l'empire des Habsbourg, l'empire allemand ou l'empire ottoman. Et très vite, il cherche une solution d'avenir pour l'Europe et pour instaurer aussi la paix d'une manière générale. Alors, ce livre se distingue d'autres livres qui auraient le même sujet, par le fait que c'est véritablement un programme, et qu'en même temps qu'il fait paraître ce livre, il crée une institution qui s'appelle l'Union pan-européenne, qu'il va rapidement devenir de dimension internationale. Et donc ce livre se présente véritablement comme un programme, c'est-à-dire qu'il est écrit dans une langue très claire,
avec une simplicité lexicologique qui frappe le lecteur, c'est-à-dire qui s'adresse vraiment au plus grand nombre. Et d'ailleurs, dans la première édition du livre, il y avait une petite carte d'adhésion à l'Union pan-européenne, c'est-à-dire que la dimension de propagande était très clairement, matériellement présente dès le début. Alors, ce programme, si vous voulez, je peux en dire un petit mot, il prévoit 4 étapes pour la réalisation de ce qu'il appelle la Pan-Europe, ou à ce moment-là, il l'appelle encore les États-Unis d'Europe. Alors, la première étape, ça serait une étape, disons, que je pourrais qualifier de diplomatique, c'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle la conférence pan-européenne, au fond, toute initiative qui viendrait des gouvernants des différents pays d'Europe, des 26 pays d'Europe qu'il dénombre, pour réunir leurs collègues et créer une sorte de commission plus ou moins permanente pour régler les problèmes internes à l'Europe. Donc ça est débouché donc sur ce qu'il appelle un bureau pan-européen, ce qui n'est pas encore, les contours institutionnels sont encore très flous. La deuxième étape, elle est intéressante parce que c'est ce qu'il appelle la signature d'un traité d'arbitrage. Donc une étape, je dirais, qui est directement issue de ce qu'on appelle le pacifisme juridique, hein, c'est-à-dire de tout ce mouvement qui s'est créé au cours du XIXe siècle et qui avait œuvré pour que soient créées des institutions supranationales de manière à ce que les conflits soient réglés avant qu'ils ne dégénèrent et qu'ils ne deviennent des conflits armés. Alors, on connaît les conférences de La Haye qui ont eu lieu. Si vous voulez, il récupère cette idée, mais il l'européanise d'une certaine façon, c'est-à-dire que chez lui, elle n'est plus à caractère universel, mondial, mais il demande donc la signature d'un traité d'arbitrage qui serait valable à l'intérieur du continent européen. La troisième étape, elle est économique. Et très vite, enfin, dès ce programme de 1923, il met bien l'accent sur l'importance de la dimension économique, hein, dont on sait que par la suite, ça sera la dimension la plus importante, enfin, dans la construction européenne. Et donc, il demande ce qu'il appelle une union douanière. Alors, il écrit en allemand, hein, et le programme a été traduit, et donc il emploie le même mot, hein, Zollverein, donc union douanière, que celui qui avait parcouru l'histoire de l'Allemagne au XIXe siècle. Donc l'union douanière allemande, elle date de 1834 et elle a effectivement débouché sur l'unification en 1870-71 du Reich allemand. Donc là, on peut dire qu'il y a une sorte de report, hein, du modèle allemand sur l'Europe. Enfin, ou l'idée que l'union douanière et la mise en commun des réalisations économiques débouchera forcément sur une étape politique. Et alors la quatrième étape, c'est véritablement la création d'États-Unis d'Europe, dont il dit qu'il pourrait très bien se fonder sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Simplement, il est très conscient dès 1923 que ça reste un but ultime et que ça ne sera pas forcément fait par les hommes de sa génération. Donc voilà les 4 étapes qui sont présentées dans ce livre. Et je répète, en même temps, il crée donc ce qu'il appelle l'Union pan-européenne, c'est-à-dire une institution qui est véritable œuvre de propagande et dont il est le président, le secrétaire, le chef et donc la personne référente. Oui, oui, ce livre a été lu, critiqué, pas forcément reçu de manière positive, mais il a eu un écho très très important, oui. Alors, quand je dis il a été beaucoup lu, il a été par exemple traduit dans de nombreuses langues, notamment en français, en anglais aussi. Si vous voulez, il a atteint, disons, les couches intellectuelles des différentes sociétés européennes, en Europe centrale, en Tchécoslovaquie, en Pologne, et puis dans l'Europe occidentale, en Allemagne, en France. Il a été lu aux États-Unis, il a été lu en Angleterre. Donc oui, il y a eu des réactions tout à fait importantes et ça a permis à Coudenhove de se faire connaître quand même assez rapidement, parce que comme vous le faisiez remarquer, c'est un jeune homme quand même, il a 29 ans, bon il a effectivement quelques relations en Autriche, mais si vous voulez, le succès de son livre-programme va faire qu'il va être reçu effectivement par un certain nombre d'hommes politiques au niveau mondial, hein, jusqu'aux États-Unis.
Alors, en 1923, oui. C'est-à-dire que quand il écrit son programme, là le programme c'est tel qu'il l'a imaginé, en l'écrivant dans sa maison, tout seul, effectivement la quatrième étape fédéraliste, il la voit très bien. Et effectivement, même s'il dit que c'est la dernière étape, c'est effectivement son but. Mais très vite, évidemment, il se confronte à la réalité et c'est là qu'apparaît la dimension pragmatique qui le caractérise et qui le caractérisera toute sa vie. C'est-à-dire que dès les premiers contacts qu'il a avec un certain nombre d'hommes politiques, alors je pense notamment par exemple en France à quelqu'un comme Édouard Herriot, qu'il a rencontré assez vite, un petit peu plus tard aussi Aristide Briand, il se rend compte que les gouvernants ne sont pas prêts à abandonner l'idée de souveraineté nationale, et les peuples non plus. Donc oui, il est de conviction fédéraliste, mais si vous voulez, très vite, il restera un petit peu flou sur cette dimension en se disant qu'il vaut mieux accepter une politique des petits pas, qu'il vaut mieux accepter une Europe des nations, et que finalement, lorsque la nation européenne, son idée c'est ça, lorsque la nation européenne sera créée, existera réellement, c'est-à-dire qu'il y aura une identité européenne qui sera créée, le Stade fédéral viendra de lui-même. Donc si vous voulez, il est fédéraliste au début, mais il n'est pas un intégrisme du fédéralisme, si je puis dire, tant et si bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, il se rapprochera très nettement du général de Gaulle et qu'il appuiera après 1945 l'idée gaulliste d'une Europe des nations. Alors, si on lit ses mémoires, il a tout trouvé tout seul. Bon, et c'est ça un peu le travail de l'universitaire, bon, si on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a des maîtres à penser. D'ailleurs, pour certains, il reconnaît très très clairement sa dette. Bon, je dirais qu'il se situe au carrefour de deux traditions. D'une part, la tradition pacifiste qui est très marquée notamment depuis les Lumières. Hein, la réponse à la question comment construire une paix durable. Il a lu notamment l'ouvrage qui est central dans la discussion intellectuelle pour cette dimension-là, qui est celui de Kant, Zum ewigen Frieden, donc de la paix perpétuelle. Et l'apport de Kant est très très important, parce que Kant n'est pas du tout un utopiste comme on pourrait le croire. Kant part bien du fait qu'au fond la guerre c'est l'état naturel. Et que donc c'est un des devoirs de l'homme que de tenter de construire la paix d'une manière culturelle. Et Kant a été le premier à relier, si vous voulez, politique extérieure et politique intérieure, en émettant l'hypothèse suivante, qui est qu'un seul un gouvernement, alors que Kant appelle républicain, mais qui veut dire démocratique en fait, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec l'absolutisme pour que la paix puisse être durablement installée. Autrement dit, si ça n'est plus le souverain absolutiste qui a seul le pouvoir de déclarer la guerre et la paix. Mais si on demande, y compris par voie représentative, au peuple qui va à la guerre son avis, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir instaurer la paix. Donc ce lien politique intérieur, politique extérieur, il existe depuis 1795, donc depuis le traité de Kant, hein, en pleine guerre de la France bonapartiste contre le reste de l'Europe. Et très clairement, Coudenhove reprend cette idée en la remodelant. Tout à fait. La deuxième tradition de laquelle il est aussi issu, c'est la tradition justement des États-Unis d'Europe, même s'il il reprend un peu le terme dans son livre-programme, puis après il reprend tout au moins celui de Pan-Europe, mais c'est quand même la même chose. Et ce terme d'États-Unis d'Europe, c'est une autre idée. C'est une idée complémentaire, disons, mais enfin, c'est l'idée que les peuples d'Europe peuvent fraterniser. C'est une idée qui, elle, est née plutôt après les révolutions de 1848, qui ont été importantes en France, mais aussi en Allemagne, en Hongrie, enfin dans un certain nombre
de pays d'Europe. Et ce terme d'États-Unis d'Europe, il a été popularisé pour la première fois précisément en 1849, au premier congrès pour la paix, et ça c'est le fait de notre écrivain national à nous, Victor Hugo, hein, qui n'a pas été le premier à l'inventer, mais qui a été le premier à l'exposer dans un discours qui a eu un écho retentissant. Alors très clairement, Coudenhove essaye de, si vous voulez, de reprendre ces deux traditions, et puis il est aussi tributaire des idées de son temps. C'est-à-dire, notamment, il a été, au sortir de la Grande Guerre, très enthousiasmé, comme presque tous les gens de sa génération, donc des jeunes d'après la Grande Guerre, par les idées de Wilson, hein. Les 14 points de Wilson, tels que le président américain les avait exposés en janvier 1918, ont eu un succès fou. La déception a été très grande un an après avec la parution des traités de paix, mais Wilson avait fait une tournée en Europe à l'hiver 1918-1919 où il était absolument acclamé dans la rue. Et quelles étaient l'idée de Wilson? Ben, précisément, c'était un petit peu la mise en pratique, le passage donc de ces idées pacifistes dans la politique internationale, avec notamment la création d'un organisme supranational d'arbitrage qui sera la Société des Nations, mais aussi une diplomatie ouverte, et puis ce que disait déjà Kant, c'est-à-dire la démocratisation comme élément pacificateur. Et là, Wilson pensait notamment à l'Allemagne. Alors Coudenhove est un petit peu wilsonien au tout début, et puis alors c'est précisément l'échec de Wilson, l'échec politique aux États-Unis, qui va créer un espace, si vous voulez, pour Coudenhove, qui est aussi un jeune homme plein d'ambition, hein, ça c'est tout à fait important à souligner. Si vous voulez, l'échec de la SDN, le fait que les États-Unis ne sont pas partie prenante de cet organisme dont ils ont eu l'idée et dont ils étaient finalement le premier soutien, fait que précisément à ce moment-là s'ouvre un espace pour cette idée pan-européenne. Et Coudenhove, au fond, reprend l'idée d'arbitrage, donc je l'ai dit, comme deuxième étape, mais il la reprend en la cantonnant à l'Europe. Voilà. Alors c'est un petit peu un rapport de frères ennemis, j'ai envie de... Alors c'est dans le contexte des pacifistes c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça quand même. Si vous voulez, la SDN telle qu'elle sort des traités de Versailles, de Saint-Germain, enfin, parce que c'est le premier article de tous les traités de paix, la fondation de cette Société des Nations, elle déçoit. Elle déçoit surtout dans les pays vaincus, dont est issu Coudenhove, puisque l'Allemagne, les pays, l'Autriche n'en font pas partie. Donc la SDN, déjà, si vous voulez, est une grande déception dans les pays qui ont perdu la guerre. D'autre part, le repli isolationniste américain et le fait que les Américains créent la SDN avec Wilson, mais finalement n'en font pas partie, l'ampute un petit peu de sa vocation universaliste. Ce qui fait que Coudenhove est assez critique vis-à-vis de la SDN. Alors, il ne propose pas, évidemment, d'un autre côté, c'est quand même l'aboutissement d'une de ses idées, cette idée d'arbitrage. Alors, ce qu'il propose dans les années 20, c'est une réforme. C'est une réforme de la Société des Nations par ce qu'il appelle une régionalisation. C'est-à-dire qu'il considère au fond qu'on a sauté une étape. Il considère qu'on est passé des États-nations qui se font concurrence entre eux à une société universelle où tous les États du monde ont la même voix. Ce qu'il a du mal à comprendre, il faut dire aussi que dans les années 20, la décolonisation n'a pas encore eu lieu et l'Europe se conçoit encore comme une puissance naturellement dominante. Donc ce qu'il propose, c'est au fond de diviser la Société des Nations en représentations par continent, et ce qui lui permet de revenir avec son programme sur le devant de la scène en disant on fait la pan-Europe, les 26 États européens, et en tant que pan-Europe, on entre dans la Société des Nations. Mais pas la France, l'Italie, le Liechtenstein, enfin oui. Bon. Donc il y a un rapport à la fois, si vous voulez, un rapport un petit peu ambivalent, hein, parce que la SDN est la concrétisation d'une des idées de Coudenhove,
d'une des idées que Koudenov reprend assez en compte, qui est celle de l'arbitrage. Et par ailleurs, il y a aussi un petit peu une concurrence avec la Société des Nations, donc il ne manque pas d'invectiver dans de nombreux articles. Oui, alors oui, l'Union pan-européenne a eu, d'une manière générale, un succès. Je dirais que bon, si on prend l'histoire de l'entre-deux-guerres, hein, qui est un petit peu notre sujet là aujourd'hui, ça fait une courbe ascendante et puis un petit peu un déclin. Bon, alors la courbe ascendante, il y a donc un succès vraiment une montée en puissance, qui se concrétise en 1926 avec un congrès qu'il organise à Vienne. Une deuxième sorte d'apogée, enfin de point culminant, qui est, alors une date qu'il faudra retenir parce que évidemment c'est aussi le début d'un déclin, qui est septembre 1929 avec un discours d'Aristide Briand qui demande à la tribune de la Société des Nations que soit instauré une sorte de lien fédéral entre les États d'Europe, et Briand est président d'honneur de l'Union pan-européenne. Et puis viennent après les années 30, autrement dit la montée des totalitarismes, etc. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour l'Union pan-européenne de se frayer un chemin. Et bon, Koudenov là essaye de différentes stratégies qui réussissent plus ou moins, et puis bon, qui effectivement échouent avec notamment l'Anschluss en 1938 et puis la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a une union pan-européenne donc, dont le siège central est à Vienne. C'est-à-dire que là, il obtient très très facilement le soutien du gouvernement autrichien qui lui met à sa disposition les locaux de la Hofburg, donc très joli château au milieu de Vienne. Et puis, il obtient des soutiens aussi, notamment auprès de Masaryk en Tchécoslovaquie, en Pologne, donc dans des pays qui sont issus du traité de Versailles et qui ont tout intérêt, si vous voulez, à ce que l'ordre qui a été instauré en 1918-19 soit maintenu. Ce qu'approuve Koudenov, c'est-à-dire que le projet de Pan-Europe respecte les frontières qui ont été dessinées à la conférence de Paris en 1918-1919. Son axe principal et son lobbying principal se fait en France et en Allemagne, parce qu'il a bien compris que c'était l'axe franco-allemand qui serait la colonne vertébrale de la future Pan-Europe. Alors là, c'est un petit peu mitigé. En France, comme je le disais tout à l'heure, il réussit à obtenir le soutien, alors d'abord d'Édouard Herriot, qui donc dirige le cartel des gauches après la parution de la Pan-Europe en 24-25, et puis surtout après d'Aristide Briand, ce qui lui évidemment lui apporte une aura très importante, puisque Briand est à l'époque l'apôtre de la paix, le signataire des accords de Locarno de 1925, et donc jusqu'en 1930, si vous voulez, il est le symbole de la réconciliation, et en plus il occupe le Quai d'Orsay en permanence. En Allemagne, il se créera très rapidement une union nationale pan-européenne, c'est-à-dire qu'il aura un soutien plus populaire, si vous voulez. En revanche, il aura beaucoup de mal à avoir le soutien des hommes politiques de premier plan. Il va réussir à avoir un entretien avec Gustav Stresemann, donc le chancelier, si vous voulez, qui avait aussi signé les accords de Locarno avec Aristide Briand, mais il n'obtiendra aucun financement du ministère des Affaires étrangères allemand, où on le soupçonne un petit peu de francophilie. Hein. Et là, c'est toute la... Si vous voulez, on peut dire que son programme est tout à fait modéré, mesuré. Et donc évidemment, si vous voulez, il est toujours en train d'essayer d'expliquer aux Français qu'il n'est pas germanophile pur, qu'il ne sert pas les intérêts de l'Allemagne, et il doit aussi expliquer aux Allemands qu'il ne sert pas les intérêts de la France. Donc c'est un petit peu quelque chose d'un peu compliqué. Et au niveau des hommes politiques, la mieux réussi, on peut dire, en France qu'en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il obtient aussi des soutiens en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est important en Angleterre parce que, en fait, dans son projet de Pan-Europe, je crois que je ne l'ai pas dit, il exclut la Grande-Bretagne de la Pan-Europe, comme il exclut l'URSS. Il n'obtiendra aucun soutien dans l'URSS, hein, il est d'un anticommunisme avéré. Mais
pourquoi exclut-il la Grande-Bretagne? C'est plus intéressant parce qu'il considère, si vous voulez, qu'à l'époque, la Grande-Bretagne, c'est un continent à soi tout seul. Bon, les années 20, ce sera les années du Commonwealth, etc. Et que, au fond, si on intègre la Grande-Bretagne à l'Europe, on intègre en même temps tous les problèmes des colonies anglaises, etc. Donc il voit pour la Grande-Bretagne un rôle de médiateur entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les gouverneurs anglais le suivent complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il obtient, il aura aussi après il sera très proche de Churchill aussi après en 46-47. Donc si vous voulez sur le rôle de la Grande-Bretagne et sur finalement cette espèce de distance bienveillante de la Grande-Bretagne par exemple par rapport à la construction européenne telle qu'elle s'est faite après la Seconde Guerre mondiale, il a bien entrevu là un caractère géopolitique particulier. Alors, les soutiens, par ailleurs, il en obtient aussi parmi certains grands intellectuels, des soutiens de prestige, Thomas Mann, etc. Bon, il est très content parce que ça ne lui rapporte pas grand-chose, si vous voulez, en termes de soutien politique, mais c'est un capital symbolique évidemment très important. Et puis très rapidement, il obtient le soutien d'un certain nombre de grands industriels. Notamment le banquier Max Warburg ou bien l'industriel allemand Robert Bosch, qui crée carrément une fondation pour financer la Pan-Europe. Puisque vous imaginez bien que tout ce qu'on vous raconte là, les livres, la propagande, la revue qu'il a créée, ses voyages coûtent de l'argent. Alors ce soutien des grands industriels s'explique parce que son projet économique sert évidemment les intérêts libéraux de l'union douanière et va évidemment dans le sens de certains, des intérêts économiques et de la croissance. Simplement, à mesure que les industriels le soutiennent, certains intellectuels s'éloignent de lui. Parce que, si vous voulez, c'est là qu'on est véritablement dans le passage du projet intellectuel, utopique, qui a été très longtemps porté par des écrivains, à finalement la réalité politique et économique. Et ça se fait évidemment avec comme conséquence le fait qu'un certain nombre d'intellectuels ne le trouvent pas suffisamment pur. Et la question de l'Angleterre est aussi un objet de critique très, très, très important, parce que par exemple pour les écrivains, pour les philosophes, pour les intellectuels, qui raisonnent à partir de l'identité culturelle européenne, ils ne comprennent pas pourquoi l'Angleterre, dont la culture est occidentale, est européenne depuis le début, serait exclue. Alors oui, alors à la fois elle existe toujours et puis elle n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec le mouvement qu'avait créé Coudenhove. Alors si vous tapez sur Google Union pan-européenne, vous allez tomber effectivement sur une Union pan-européenne qui existe toujours. Alors si vous voulez, on peut dire que dans l'entre-deux-guerres, ça a été la principale organisation européiste. Avec la Seconde Guerre mondiale, Coudenhove a dû partir parce qu'il était poursuivi par les nazis, d'abord en exil en France, en Suisse et puis aux États-Unis. Il a tenté de maintenir son mouvement, mais il a eu du mal à le faire. Et là, il s'est rapproché, donc lorsqu'il était en exil aux États-Unis, Otto de Habsbourg, donc le dernier représentant de la maison des Habsbourg, ce qui a fait qu'à la mort de Coudenhove en 1972, au fond, ce sont ces conservateurs autrichiens qui ont repris le mouvement, qui est devenu, un petit peu contrairement à ce qu'aurait voulu quand même Coudenhove, même si Coudenhove était un libéral conservateur, au fond une petite officine ultra conservatrice et en plus qui prône une Europe des nations souverainistes. Alors là, on a notamment une correspondance, les correspondances qu'il a entretenues avec De Gaulle, avec Pompidou aussi. Alors il a salué un certain nombre d'initiatives.
Il partageait par exemple avec De Gaulle un certain scepticisme sur le Conseil de l'Europe, qui en 1949 avait été créé avec peu de moyens. Il a salué l'initiative de la CECA, bien qu'elle fût sectorielle. Alors il commentait toujours cette construction avec les termes de son programme pan-européen. Donc si vous voulez, pour lui, le Conseil de l'Europe, c'était la première conférence pan-européenne, et puis la CECA, c'était le début de l'union douanière, etc. Alors ce qu'il a tenté de faire, parce qu'il a tenté quand même aussi toujours d'agir après 49-50, ce qu'il a créé, c'est une union parlementaire des différents députés de tous les pays d'Europe. C'est-à-dire que ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est à l'origine de tous les groupes d'amitié entre les différents pays et de toutes les rencontres entre parlementaires, parce qu'il pensait effectivement que en faisant se rencontrer les députés des différents parlements des différents pays européens, pourrait se créer une conscience européenne. Et puis, bon, il a terminé sa vie quand même un petit peu déçu par l'aspect purement économique de la construction européenne. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant, bon, prenons le terme de crise. Le terme de crise qui était omniprésent dans les années, déjà dans les années 20, avant l'éclatement de la crise de 29, enfin du krach de Wall Street. Mais il est clair que la crise économique de 1929 a précipité une crise sociale, la montée du chômage, et puis a mené, enfin, notamment l'Allemagne, dans une crise politique gravissime. Et donc effectivement, ça a débouché sur un repli nationaliste, et ce qui a été effectivement fatal pour les projets de Pan-Europe. On le voit très bien, donc je vous parlais tout à l'heure de l'initiative Briand. Donc en septembre 1929, Aristide Briand avait proposé une réflexion à tous les pays d'Europe sur l'avenir d'un lien fédéral. Et la réflexion battait son plein. Disons à l'hiver 1929-1930, l'idée d'Europe était vraiment devenue une idée quasiment à la mode. Parce que la crise de 29 a eu lieu en novembre, enfin, ses répercussions ont mis quand même plusieurs semaines et plusieurs mois à se faire sentir en Europe. Et tout a été coupé net, évidemment, avec la montée du chômage et des totalitarismes, et un repli sur les identités nationales. Alors, ce qu'on peut dire, enfin, le parallèle qu'on peut tirer avec maintenant, c'est qu'évidemment, on voit bien que toute crise économique débouche sur une crise sociale et puis sur un repli identitaire. Évidemment, on peut penser par exemple à l'échec dans les jours derniers de la fusion entre ADS et cette industrie britannique de défense. Là, on a un formidable retour en arrière, parce que si on compare à ce qu'on a fait avec la CECA, c'est-à-dire la mise en commun de l'exploitation du charbon et de l'acier, qui était effectivement un début sectoriel, mais qui était aussi, par rapport à la paix, l'idée qu'on mettait en commun les moyens de faire la guerre, ce qui était une façon d'empêcher la guerre, parce que si les armes sont communes, on ne peut plus. Bon, là, effectivement, on s'aperçoit que ce qui s'est passé ces jours derniers n'est pas de très bon augure, et oui, vous avez raison, on refait peut-être les mêmes erreurs. Je pense qu'on a quand même cheminé entre-temps. L'union monétaire, même si en ce moment, évidemment, elle est mal en point, vient d'être sauvée. Alors, ce qu'on peut peut-être retirer comme note optimiste, c'est que la crise peut être féconde. Si on réfléchit, si on prend les crises, qu'on arrive à en analyser les causes et qu'on arrive effectivement à y trouver des solutions, c'est un petit peu ce qu'a fait Koudenov au sortir de la Grande Guerre. Il peut y avoir une fécondité de la crise. La crise, c'est pas le déclin. La crise fait un accès de fièvre, mais la fièvre, ça fait guérir d'une certaine façon. Alors on peut essayer de terminer sur cette note optimiste, peut-être.